Si vous avez l'impression que vos pensées affectent vos perceptions au point de vous gâcher la vie ou que votre mental est en roue libre comme un bruit de fond incessant qui impacte un peu votre humeur et qui plombe votre énergie, alors vous devriez savoir que le problème principal, ce ne sont pas vraiment vos pensées, mais la valeur que vous leur accordez et la manière avec laquelle elles s'articulent. Autrement dit, le premier problème, ce n'est pas le fait de penser, tout le monde pense et c'est normal, mais le fait de vous identifier à vos pensées. C'est ce qu'on appelle la fusion cognitive. Ensuite, si vous avez l'impression de subir vos pensées, c'est parce que quelque chose à l'intérieur de vous considère qu'elles décrivent la réalité, alors qu'en vérité, elles ne sont que des surimpressions subjectives ou des interprétations du réel. Alors, dans cette vidéo, je vous propose de décrypter certaines de vos pensées en vous donnant des exemples clairs pour savoir si elles vous concernent directement. Et ensuite, on verra des outils pratiques qui ont fait leur preuve pour calmer l'agitation du mental. Donc si vous cherchez comment cesser de subir vos pensées, cet épisode est fait pour vous. Donc comment on fait pour désamorcer le mental ou pour calmer le mental? D'abord, il faut comprendre ce qu'on observe. Et les sciences cognitives montrent que notre mental fonctionne en partie en se reposant sur des mécanismes automatiques qu'on appelle les biais ou les biais cognitifs. Et qui, lorsqu'ils s'emballent, créent des motifs de pensée redondants qu'on appelle les distorsions cognitives qui sont un peu comme des bugs qui affectent notre discernement. Donc il y a deux choses intéressantes. Un, vous avez les biais cognitifs et deux, vous avez les distorsions cognitives. Mais c'est quoi la différence? Et est-ce que ça vous concerne? Alors d'abord, on pourrait dire que les biais cognitifs sont innés, sont un peu comme des automatismes inconscients que le cerveau utilise pour traiter l'information. C'est un mécanisme hérité de l'évolution pour économiser de l'énergie et prendre des décisions rapides face au danger. En clair, c'est la façon dont votre cerveau est câblé par défaut. Donc par exemple, le biais de négativité, qui fait qu'on a tendance à repérer une critique en premier, même si elle est formulée au beau milieu d'une flopée de compliments. Et ça, c'est pas vraiment un problème. Disons que c'est un mécanisme inné, naturellement présent chez tout le monde. Bon, ok, mais ensuite, vous avez la distorsion cognitive. Et ça, on peut dire que c'est un filtre acquis. C'est comme un raccourci mental pour interpréter la réalité, mais qui déforme complètement la situation. Disons que c'est une interprétation erronée qu'on prend pour une vérité absolue et qui produit en boucle des scénarios toxiques. Et c'est souvent la source de nos souffrances psychologiques ou de l'hyperactivité mentale. En clair, c'est une déformation de la réalité qui génère une souffrance inutile. Bon, alors, est-ce qu'il y a des exemples de distorsions cognitives qu'on voit un petit peu si ça vous concerne tout ça? Alors, première distorsion cognitive, la catastrophisation. Je suis sûr que ça vous parle. C'est quand votre mental construit le pire scénario possible à partir d'un fait à peu près mineur, quelque chose qui n'est pas vraiment prioritaire, mais juste voilà, ce petit détail qu'on remarque, et sur la base de ce détail, on va imaginer toute une situation. Bon, exemple, vous avez envoyé un email à votre patron qui est resté sans réponse. Et là, tout de suite, vous vous dites, je vais perdre mon travail. Mon projet va échouer. Mon supérieur ne me fait pas confiance. Ou alors peut-être que j'ai fait une erreur. Ou peut-être que mon message a été mal interprété, mal pris. Ça y est, tous les collègues sont en train d'en parler, c'est sûr que j'ai fait une connerie. Le détail, c'est l'absence de réponse, et le reste, c'est que du vide. C'est-à-dire que, comme il n'y a rien, pour combler l'incertitude, vous allez imaginer toutes sortes de choses qui sont de la pure invention, qui sont basées sur vos peurs, sur des mécanismes intérieurs, comme des anxiétés, des anxiétés anticipatrices, on va en parler un petit peu après. Des choses qui viennent, en fait, à l'intérieur de vous, chercher toutes les ressources imaginables pour façonner une histoire qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et sur cette base-là, vous faites du mal pour rien. Et donc, ça me fait penser au fait que bien souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est pas tant la réalité des situations que l'histoire qu'on se raconte sur les situations. Bon, mais c'est pas tout, il y a d'autres distorsions cognitives et dans cette vidéo, je vais pas toutes les lister, mais si vous avez envie de faire des recherches, vous pouvez y aller, il y a vraiment de quoi faire. La deuxième qui me vient en tête, c'est celle-ci. La lecture mentale, ça vous dit quelque chose? En fait, c'est quand vous imaginez la pensée possible ou probable d'une personne, souvent en votre défaveur, à partir de son comportement et de sa communication non verbale. Par exemple, vous entrez dans une pièce, vous voyez quelqu'un sourire et vous vous dites « il se fout de ma gueule ». Ou alors vous rejoignez des amis, ils vous regardent sans parler, et là vous regardez vos vêtements, vous dites « ok, faute de goût ». Ou quelqu'un regarde vos chaussures, qu'est-ce qu'elles ont mes chaussures? Alors que si ça se trouve, ça n'a absolument rien à voir. Cette personne vous a regardé sans vraiment faire attention. Si cette personne sourit, c'est parce que l'instant d'avant, un collègue a fait une blague ou quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec vous. Bon allez, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup, mais on va faire une dernière pour la route.
Je suis sûr que ça vous dit quelque chose, l'abstraction sélective. Vous savez, c'est quand on donne beaucoup plus de poids aux aspects négatifs d'une expérience ou d'un événement. Et comme l'accent est mis sur le mauvais, ça amplifie toutes les erreurs de raisonnement. Donc, un exemple que tout le monde a sûrement vécu, vous organisez un repas avec des amis, tout le monde rigole, le repas est excellent et l'ambiance est parfaite, mais au moment du dessert, vous réalisez que vous avez un peu loupé la cuisson de votre gâteau. Et malgré les retours fort sympathiques des invités, vous ne retenez que ce détail et vous vous dites « Mon dîner a été un fiasco. Je suis vraiment nul en cuisine. » Je suis sûr qu'ils n'ont pas aimé. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils vont revenir. Et là, je suis sûr que vous commencez déjà à tisser des liens avec votre expérience personnelle et que ce genre de distorsion cognitive, vous en avez forcément vécu à un moment ou à un autre de votre vie. Vous voyez, sur la base de nos attentes, sur la base de certaines de nos perceptions, sur la base de ce qu'on aimerait faire, de nos valeurs, etc., eh bien, on va façonner une configuration mentale qui laisse émerger une certaine perception de la réalité qui va influencer de manière toxique notre narration intérieure. Et donc, sur cette base, on va se dire des choses qui font du mal, en fait. On va se produire toute seule une souffrance intérieure qui va être alimentée, nourrie et amplifiée. Et parfois, ça peut durer des heures comme ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre impression aussi, mais c'est ce qui peut donner l'impression de subir ces pensées. C'est un peu comme s'il y avait un narrateur à l'intérieur de vous qui va faire un commentaire négatif sur tout ce que vous vivez et qui ne va pas s'arrêter. C'est comme un dictateur intérieur qui va vous dire ce que vous êtes, qui va vous rabaisser sans cesse, peut-être d'une manière encore plus violente que pourraient faire les autres. Bon, maintenant, une fois que ces distorsions s'installent, elles finissent par créer de véritables autoroutes de pensée dans votre esprit. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile de se lamenter ou d'avoir une orientation négative de ces pensées. Et donc, ça va déclencher des séries de pensées toxiques, et c'est ce qu'on appelle des motifs de pensée rétondants, des patterns. En fait, ce ne sont pas vraiment vos croyances les plus profondes, mais ce sont des habitudes toxiques que votre mental utilise plus ou moins maladroitement pour essayer de gérer votre stress. Il y a deux principaux motifs. Le premier, il est très connu, c'est la rumination. Donc disons que c'est une analyse plutôt stérile des événements qui tourne en boucle. Et vous rejouez le film à l'infini comme si vous alliez pouvoir changer la fin. Donc la phrase typique, c'est « j'aurais dû dire ça » ou « pourquoi il a réagi de cette manière »,« si seulement j'avais su »,« j'aurais dû faire autrement », etc. Et petite parenthèse, parfois ça se reporte aussi sur le commentaire qu'on fait sur les autres. Bah, t'aurais dû faire ça, ou on aurait dû réagir autrement, etc. Donc vous voyez, cette narration intérieure, elle commence dans votre espace intime, et puis ensuite, elle peut se reporter dans vos conversations, tourner vers un conjoint, vers quelqu'un de la famille, et finalement, ces reproches que vous vivez intérieurement, vous pouvez aussi les faire autour de vous, presque de manière totalement inconsciente. Et le piège principal de la rumination, c'est quoi d'après vous ? Eh bien, c'est le fait qu'on va utiliser l'essentiel de notre énergie, ou en tout cas une énergie monumentale, pour essayer de résoudre un problème qui, le plus souvent, n'existe que dans votre mémoire. Mais vous avez aussi l'anxiété anticipatoire. Et donc ça, c'est plus une focalisation sur le futur. En fait, c'est la tendance à essayer de contrôler ce qui va arriver. Donc, inconsciemment, pour essayer de vous rassurer, votre mental se transforme en un scénariste de film catastrophe, avec pour alibi que le fait d'imaginer le pire est toujours le meilleur moyen de vous y préparer. Et là, la phrase typique, c'est « et si ça se passe mal ? Et si j'y arrive pas ? Qu'est-ce que je vais faire si ceci ou cela ?» En fait, vous vivez le stress d'un danger qui n'est pas encore arrivé et qui n'arrivera probablement jamais parce qu'on a tendance à surinterpréter ou à imaginer des situations hautement improbables. Donc vous souffrez au présent pour un futur imaginaire, hypothétique, qui probablement n'arrivera pas. Bon, avec ça, je pense que vous avez déjà une petite grille de lecture pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Mais alors, comment on fait pour cesser de subir ces pensées ? Est-ce que vous avez seulement remarqué le point commun de ces deux patterns ? Quel est le point commun entre la rumination et l'anxiété anticipatoire ? En fait, leur point commun, c'est que tous les deux, ils vous arrachent systématiquement au moment présent. Pourtant, le moment présent, en fait, c'est le seul moment où vous pourriez réellement agir. Et pour arrêter toutes ces pensées, la logique ne suffit pas, parce que c'est pas en pensant qu'on arrête de penser. Vous voyez par exemple cette situation où vous êtes dans un avion à côté de quelqu'un qui est un peu stressé, vous lui dites « non mais t'inquiète, la probabilité qu'il y ait un accident d'avion, c'est tellement inférieur à celle en voiture, tu risques rien ». Et cette personne, malgré cet argument rationnel, fondé, vrai, basé sur des faits, eh bien elle continue de stresser. Pourquoi ? Parce que c'est pas l'argument rationnel qui aide quelqu'un à déstresser.
À partir du moment où on constate que l'émotion est quelque chose de somatique, vécu comme une réalité dans le corps, c'est pas en apportant un argument mental qu'on va résoudre la situation. Il faut reprendre les outils qui ramènent l'esprit dans le corps. Donc vous pouvez agir sur deux axes, et c'est là que c'est important de considérer que finalement, pour distancer le brouhaha du mental, il faut mettre en place des outils qu'on appelle des exercices attentionnels ou des pratiques d'entraînement de l'esprit. Et je pense que la bonne philosophie, c'est de voir ça un petit peu comme des exercices physiques. Si vous voulez muscler vos biceps, il faut aller à la salle de sport, il faut faire certains mouvements. Eh bien, si vous voulez muscler votre capacité à distancer votre mental, à prendre du recul, à vivre moins stressé face à certaines de vos pensées, eh bien, il faut entraîner votre esprit. Donc, en faisant certains exercices qui vous permettent de gérer vos pensées. Vous voyez, c'est un peu comme une musculation de l'esprit, et donc il y a deux exercices que je vais vous donner qui vont vous permettre de distancer, en tout cas d'arrêter de subir vos pensées. En somme, vous allez passer de la réaction à la présence. Et une fois que vous avez cartographié ces mécanismes, la solution donc ne consiste pas à lutter contre votre mental, parce que plus vous luttez contre lui, plus vous l'alimentez. Elle consiste à ramener votre attention consciemment à certains endroits. Donc le premier exercice va vous permettre de mobiliser votre attention de manière à défusionner avec vos pensées. Et le deuxième va vous permettre de ramener votre attention dans le corps. Et vous allez voir, ces deux pratiques ont fait leurs preuves et sont très efficaces. Et ça prend pas très longtemps, vraiment en général entre 3 et 5 minutes, on peut déjà avoir des effets intéressants. Donc, le premier exercice, c'est un peu comme un entraînement au non-agir mental, ce qu'on appelle la diffusion cognitive. Donc le principe, c'est de rompre avec l'identification, de cesser de croire que vous êtes vos pensées. Et donc vous allez vous entraîner à entrer dans cette démarche de non-agir. Ça signifie que vous allez laisser passer vos pensées, les laisser exister sans les résoudre, sans chercher à les fuir, ni à les chasser. Donc voilà le principe ou la consigne de l'exercice. Vous allez devenir le témoin silencieux de vos pensées. Quand une distorsion cognitive ou un biais apparaît, vous allez simplement, au lieu de monter à bord du train de cette pensée, de vous identifier à elle, de vous y accrocher, vous allez l'observer et la laisser passer. Et pour ça, il y a une petite formulation très simple que vous pouvez utiliser mentalement. Par exemple, si vous avez une pensée qui serait « je vais encore rater », vous pourriez, plutôt que de vous laisser absorber par cette pensée, vous dire mentalement « je suis traversé par une pensée d'échec ». Et vous voyez, le simple fait d'identifier ce qui se passe et de ne pas rentrer à l'intérieur émotionnellement, ça crée une décharge émotionnelle qui est très puissante. En fait, plutôt que de se laisser happer par le commentaire qui identifierait que ce que vous vivez est une réalité, vous êtes nul, vous allez échouer, c'est une vérité émotionnelle, vous êtes en train de rater, votre prestation est mauvaise, ça en dit long sur vos capacités, sur vos compétences. Vous voyez comment une pensée comme ça peut vraiment créer un énorme bagage émotionnel qui va être pesant, que vous allez pouvoir ressentir dans votre corps, qui va s'installer dans votre état d'être, qui va avoir un impact sur votre humeur. Tout ça, ça va devenir toxique. Eh bien, si vous êtes en face de cette pensée et que vous dites « Ok, je suis traversé par la pensée d'échec, je la laisse passer », en fait, c'est comme ne pas prendre ce bagage sur vous. C'est comme accepter qu'en fait ça ne fait qu'émerger dans votre esprit et ça peut juste passer sans ne rien dire de réel sur ce que vous êtes. C'est donc une manière simple, objective, efficace, qui est inspirée de la méditation, parce qu'à la base, vous savez, dans les pratiques méditatives, on accueille les pensées, on rentre dans cet état d'observation des pensées. Ça veut dire qu'en fait, on a la capacité à juste se poser, à respirer calmement et observer le paysage mental se faire. C'est comme voir émerger les pensées. Elles apparaissent, elles disparaissent, les unes après les autres. Et plutôt que de fusionner avec elles, ce qu'on fait naturellement dans le quotidien, on s'imagine que tout ce qu'on pense, c'est la réalité, ce qu'on perçoit sur le monde, on s'identifie à ce qu'on perçoit sur le monde, on considère que ça c'est la justesse, la vérité, c'est notre regard, c'est notre point de vue, et ce point de vue pour nous il est juste. Et donc même ce qu'on se dit sur soi, est juste et vrai. Si je me considère comme nul, c'est objectivement vrai. Alors que, en fait, non. Il y a plein de gens qui pourraient voir la situation et dire « Mais non, en fait, ton repas a été très bien fait. Ce que tu as fait, c'était génial. Peut-être qu'intérieurement, tu t'es senti stressé, mais en fait, tu as plutôt laissé une bonne impression autour de toi. » Vous voyez, on va se construire une narration à laquelle on va fortement s'identifier, qui en fait est souvent basée sur une interprétation subjective du réel, qui n'est pas une réalité objective pour tout le monde. Et donc, le simple fait d'apprendre à défusionner, de dire « Ok, je suis traversé par la pensée nanana, je suis traversé par la pensée nanana », et de continuer comme ça, je suis traversé par ça, par ça, par ça, et d'observer, ça maintient une distance émotionnelle assez forte avec vos pensées. Et ça permet de sortir de cet état de soumission émotionnelle qui, bien souvent, est à la racine des souffrances mentales.
Alors après, pour aller plus loin, il y a des exercices de méditation dans lesquels on va subsister dans cette posture d'accueil, d'observation, d'équanimité. Là, c'est déjà un niveau plus avancé. Une pratique comme ça, vous pouvez déjà la faire pendant 3 à 5 minutes. Utilisez cette manière un peu mentale d'étiqueter vos pensées juste pour défusionner avec elles. Maintenant, il y a un deuxième outil pour les personnes qui seraient peut-être un petit peu plus sensitives, sensorielles, qui préféraient se focaliser un peu plus sur le corps. Donc là, l'idée, ça va être de choisir un endroit, une région de votre corps en particulier sur laquelle vous allez pouvoir vous concentrer de manière agréable, confortable. Si vous êtes stressé à l'idée de penser à votre manière de respirer, ne concentrez pas votre attention sur votre respiration, mais peut-être plutôt sur votre pied, sur votre main, sur votre genou, sur un endroit agréable pour vous. Donc voilà l'exercice. Par exemple, vous pourriez fermer les yeux quelques instants et ramener 100% de votre attention sur votre main. Et vous poser une question hypnotique. Ce qu'on appelle une question hypnotique, c'est une question qui n'a pas de réponse mentale, mais qui a pour objet de ramener votre attention à un endroit en particulier ou sur une sensation en particulier. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans votre main maintenant ? Et si je vous demande qu'est-ce qui se passe dans votre main, naturellement, il y a quelque chose d'inconscient à l'intérieur de vous qui va focaliser votre attention sur la main, sur les sensations dans la main. Peut-être que vous allez observer une variation de la température, des picotements, la sensation entre les doigts, peut-être des micro-mouvements entre les doigts. Et en faisant ça, vous allez prendre l'énergie attentionnelle qui est présente dans le mental pour la ramener dans le moment présent au niveau d'une sensation corporelle. Et par nature, toutes les sensations du corps sont dans le moment présent. En fait, les sensations de votre corps sont un moyen ou un ancrage pour revenir dans le temps présent. Vous pourriez imaginer pas mal de variantes, en focalisant votre attention sur une main, puis sur une autre, sur la poitrine, sur votre respiration. Choisissez une sensation agréable avec laquelle vous êtes à l'aise. Ça peut être aussi au niveau des pieds, faire un scan corporel. On peut imaginer pas mal de choses dans cet exercice. Le tout étant que vous preniez l'attention mobilisée par les pensées et que vous la rameniez dans le corps. Et naturellement, dans ces exercices, à certains moments, il y a toujours des pensées, on peut repenser à certaines choses, il peut y avoir de nouveaux scénarios qui arrivent, et ça peut nous distraire de l'exercice. Donc à chaque fois que vous êtes repris par vos pensées, vous faites cet effort conscient de ramener votre attention au niveau de la sensation dans votre main. Je garde l'exemple de la main. Hop, vous avez une pensée qui revient, vous ramenez la sensation dans la main. Toujours en vous posant une question hypnotique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes doigts? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon pouce? Qu'est-ce qui se passe si je focalise toute mon attention au centre de la main? Et vous observez à chaque fois les sensations qui apparaissent. Parfois, on peut sentir sa main respirer, sa main bouger, sa main varier en température, ou carrément imaginer qu'on a un objet dans la main, sentir sa texture, imaginer quelle est sa forme, imaginer ce que ça produit dans la main, quel est son poids, à quel point ça change les perceptions sensorielles au niveau de la main, que d'imaginer que vous avez une grande balle en métal froide dans la main. Qu'est-ce qui se passe si cette balle, c'est plutôt comme une boule de feu qui vibre? Qu'est-ce qui se passe si vous avez l'impression d'avoir un autre objet qui n'a rien à voir avec tout ça? Et vous voyez, cet exercice, c'est un exercice qui est issu de certaines pratiques méditatives, où notamment on peut se concentrer sur le corps et on peut éveiller les sensations dans la main. En fait, à chaque fois que vous ramenez votre attention comme ça, vous allez faire émerger des perceptions auxquelles vous ne faites pas attention d'habitude. Et ce procédé-là, en plus de développer votre interoception et votre capacité à sentir de manière consciente des petits phénomènes comme ça dans votre corps, rentrer aussi dans une forme d'état hypnotique, ça va aussi vous permettre de mieux gérer certaines de vos émotions. Maintenant, il y a un point qui est intéressant, c'est que ces exercices-là, vous pouvez à la fois les pratiquer en terrain, dans une situation de stress, quand c'est nécessaire de réagir immédiatement, et vous pouvez aussi les pratiquer en préventif, chez vous, lorsque tout va bien. Donc par exemple, en situation, vous pourriez l'utiliser pendant 2 à 5 minutes, juste pour vous calmer, parce qu'il y a des pensées, vous êtes dans un espèce de tourment mental, vous avez besoin de ce calme, vous avez besoin de sortir de cette soumission à vos pensées. Et là, c'est une situation d'urgence, où vous pouvez le faire 5 à 10 minutes pour vous entraîner. Et ce qui est très intéressant, c'est de reconnaître que, évidemment, une situation d'urgence qui appelle un exercice, cet exercice va être mieux pratiqué si vous êtes entraîné dans le calme avant. Forcément, vous aurez plus d'automatisme, ce sera plus facile, vous aurez déjà quelques repères, et si vous le faites sur un moment de stress, peut-être que ce sera aussi un peu moins efficace si vous ne vous êtes pas entraîné avant. Donc mon conseil, c'est prenez le temps dans le calme de faire cet exercice juste après cette vidéo pendant 2 à 3 minutes, faites les deux, pour savoir déjà quel est le préféré, qu'est-ce qui vous convient le mieux, et essayez de voir comment ça résonne pour vous, juste en pratiquant. Concentrez sur la main, vous concentrez sur l'exercice de diffusion cognitive pendant 3 à 5 minutes. Et comme ça, une fois que vous serez dans la situation où vous en aurez vraiment besoin, ce sera beaucoup plus facile de l'appliquer.
Maintenant, il y a une autre chose à considérer, c'est que pour des personnes qui seraient un petit peu anxieuses et qui auraient vraiment besoin urgemment de ce genre d'exercice, le fait de répéter systématiquement cet exercice en situation de stress ou toujours dans la même situation de stress, ça peut avoir un effet contre-productif. C'est-à-dire que inconsciemment, vous pouvez faire fusionner l'exercice avec la situation et n'utiliser cet exercice que dans cette situation et donc transformer cet exercice ou créer une sorte d'accoutumance de l'exercice qui fait qu'à un moment donné, il pourrait devenir moins efficace. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître plusieurs exercices, de s'entraîner à la fois dans des situations de calme et dans des situations où on en aura réellement besoin. Ces exercices, vous pouvez les pratiquer certes pendant 3 à 5 minutes, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez faire des séances de 10 à 15 minutes, voire 20, 30 minutes certaines fois, juste sur un seul exercice. Plus vous allez vous entraîner longtemps, plus vous allez muscler vos capacités attentionnelles et plus ce sera facile d'avoir un effet profond en situation d'urgence. Donc maintenant, ces deux exercices, la méditation par la focalisation et la diffusion cognitive, ce sont deux exercices qui font partie d'un vaste nuancier qui permettent d'explorer d'autres états de conscience à travers la méditation, l'auto-hypnose, parfois même la respiration. Donc si vous ressentez le besoin d'aller un petit peu plus loin, de nettoyer certains schémas profonds qui sont peut-être à la racine de certaines de vos pensées automatiques et de vous reconnecter à une forme de clarté intérieure, j'ai créé un espace qui s'appelle le sanctuaire et qui est entièrement dédié à l'entraînement de l'esprit. Et dedans, vous allez pouvoir accéder à tous mes programmes, mais aussi à une communauté de pratiquants et à mes retours personnels. Vous y trouverez des cours entiers centrés sur le calme mental, la méditation, la respiration, l'auto-hypnose pour dépasser les épreuves intérieures, apaiser votre mental et accéder à plus de clarté, de calme et de présence au quotidien. C'est un espace de transformation que j'ai conçu pour vous aider à vous affranchir de vieux conditionnements, vous reconnecter à vos capacités enfouies et éveiller votre esprit. Donc, si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Merci pour votre écoute et si vous êtes toujours là, commentez. Les pensées ne sont pas la réalité. Et je saurai à quel stade de la vidéo vous êtes arrivé. C'était Damien, à la prochaine.